Donc je viens de vous passer un petit document. Je ne crois pas que j'aurai l'occasion de parler vraiment de tous les trois derniers poètes. Là, j'espère au moins pouvoir en parler d'un ou deux. Voilà de quoi il va s'agir. Donc moi je vais vous parler d'Emmanuel le démonique et la fille poétique du gangster. C'est une mise en relation finalement de quelques recueils de poésie contemporains avec une façon d'utiliser le langage aujourd'hui dans les discours politiques ou publics. Et je ne sais pas encore très bien d'ailleurs comment étudier, comment analyser ce discours politique et public, même si je vais vous donner un peu l'état, disons, de mes réflexions sur la question. Ce que je sais, c'est que quand je parle de discours comme ça, vous voyez sûrement un peu à quoi je fais allusion. Je fais allusion à Trump, je fais allusion à Emmanuel Macron et des choses pareilles, et des gens pareils. Et la chose qui est, disons, délicate, c'est que ça me met généralement de mauvaise humeur, ou ça me fait ricaner, je fais des jokes là-dessus, comme tout le monde. Mais au bout du compte, quand même, ce sont des discours qui marchent. Et donc, il y a quelque chose là qui me semble nouveau par rapport à ce qu'on a déjà dit sur, disons, le caractère, disons, manipulateur du discours public ou du discours politique. Et je n'arrive pas encore tout à fait à mettre le doigt dessus. Donc, tous vos commentaires sont bienvenus sur la façon de prendre et d'essayer d'analyser ce qui se passe dans ces discours-là. Donc, en guise d'introduction, je vous dis ce que j'entends par démonique. C'était une manière de relier surtout ma communication à celle de Francis, Lucifer et démonique. Le mot, rappelez-vous, vous le connaissez, vous l'avez trouvé jadis dans la définition, dans la belle définition du roman de Georg Lukács, dans la théorie du roman. Lukács dit le roman est une épopée dans un monde sans Dieu. Et puis Graphine dit bon, un roman raconte la quête démonique de valeurs authentiques menées dans un monde dégradé par un héros problématique. Bon, et quand il dit quête démonique, ça veut dire ceci, ça veut dire que le discours dans la modernité est devenu très particulier, le monde est devenu très particulier pour le héros du roman. C'est un monde tendu, qui ne livre pas sa vérité, qui n'a pas de transitivité, c'est un monde opaque. Et donc, le héros ne peut plus affronter le monde comme un héros épique. Il ne veut pas s'aventurer dans le monde en lisant tous les signes comme immédiatement compréhensibles. Alors que dans le monde de l'épopée, si à un moment donné on voit Charlemagne qui est en train de s'arracher la barbe, l'auditeur de l'épopée et les gens autour dans l'épopée elle-même comprennent tout de suite que l'empereur est très 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 malheureux, quoi. Donc il y a des choses comme ça qui sont immédiatement lisibles, même si un nuage s'ouvre et puis la main de Dieu ou de l'archange Gabriel apparaît pour prendre l'épée de Roland, c'est normal. Le héros épique ne commence pas à se dire, mon Dieu, il va pleuvoir parce que le nuage est ouvert. Non, il sait que c'est automatiquement comme ça que ça va se passer. Donc le héros du roman, pour Lukács, n'est plus comme ça, il est obligé de ruser avec le monde. Et cette obligation de ruser, donc de calculer, qui fait que son héroïsme n'est plus totalement pur, je veux dire, n'est plus tout à fait entier, c'est la façon dont le héros finalement se retrouve, puisque le monde est opaque, il ne peut plus venir immédiatement, il est obligé de ruser avec les représentations afin de trouver une valeur authentique pour autant qu'il en reste. Ben, c'est dans ce sens-là que j'emploie le mot démonique, donc c'est pas démoniaque, c'est démonique, et ça veut donc vraiment dire cela, c'est-à-dire que nous sommes face à des discours qui manifestement sont habités par des ruses qui sont là pour nous, disons, capter, et dans lesquelles, je crois, nous sombrons assez facilement, en tout cas elles sont très difficiles à mes yeux à éviter. Il y a cependant, face à cela, et c'est la fille poétique du gangster dans le titre renvoie à cette deuxième partie, quelque chose d'important, c'est que manifestement, moi qui suis un lecteur compulsif de poésie, je m'aperçois depuis quelques années que cette difficulté de compréhension des mots, cette difficulté d'affrontement des mots, les poètes en parlent énormément dans les derniers temps. Ça a toujours été un peu le cas, mais actuellement, je pense que, je vais dire, je vais avancer un chiffre, 7 ou 8 recueils sur 10 en France manifestent comme ça
une espèce de combat avec des mots, difficulté à simplement utiliser ce mot qui est cet instrument qui est le propre même du poème, à savoir le mot. Alors, premier exemple que je peux vous donner, je partirai donc, comme toujours, d'un texte poétique, c'est celui de Serge P, où j'ai intitulé ça L'esprit de Crazy Horse. Deux mots sur le recueil. Le recueil dont il est question s'intitule Venger les mots. Et P, qui est un poète d'expérience, poète de Toulouse, c'est un spécialiste de l'action poésie, donc c'est un performateur aussi. Il performe ses poèmes sur des places publiques avec beaucoup de mise en scène. Régulièrement, par exemple, il écrit ses poèmes sur des bâtons, puis au fur et à mesure qu'il chante ses poèmes, il tape des tomates par terre, ça fait des éclats rouges qui symbolisent le sang ou la vie, ce qu'on est cas, et puis il met le feu à ses bâtons qui se consument peu à peu au fur et à mesure qu'il chante. Donc il y a tout un personnage. Et dans son dernier recueil, il se réclame donc de l'esprit de ce guerrier Sioux qui combattit dans la bataille de Little Big Horn, notamment, qui s'appelait Crazy Horse. Alors, quand vous lisez ce recueil, imaginez-vous ceci, par exemple, imaginez que le cercueil où repose un de vos camarades n'est en fait qu'un grand soulier que ce camarade a chaussé pour s'envoler, je cite, comme un vieil oiseau soûl dans le ciel infini de la ville. Hein, c'est ce genre de poète-là, avec un recyclage ici de l'héritage surréaliste. P va appeler les poètes à occuper les cimetières, je vais lire avec vous un extrait dans quelques minutes, appelle les poètes à occuper les cimetières et la jeune poésie à lancer dans des cimetières des émeutes symboliques pour rompre le silence à laquelle la société condamne la poésie. Donc, venger les mots, c'est comme d'habitude pour ceux qui connaissent P, c'est une sorte de danse avec la mort, comme P en fait depuis très longtemps, en associant le rythme même du flamenco à sa poésie, avec une danse qui a des pas tels que les pieds du danseur ont l'air de sauter finalement tout le temps sur un tapis de couteau. Et le miracle est que les blessures causées aux pieds ainsi annoncent soit un rituel de deuil, qui n'est parfois pas sans une sorte de douceur, par exemple dans un poème consacré à la mort de François Maspero, soit un appel incantatoire à la révolte. Ce que vous trouveriez par exemple dans des textes comme l'adresse au président des États-Unis dans la langue des signes des Indiens des Plaines pour la libération de Léonard Pelletier, qui est un activiste amérindien, dans un poème intitulé Prière punk pour les Pussy Riots, ou bien encore dans le gospel pour le réseau Sabaté, le réseau Sabaté ayant été un des réseaux d'opposition à Franco en Espagne pendant longtemps. En tout cas, qu'il s'agisse de deuil ou de révolte, les textes de P ont des vivacités, des emportements, des descentes à pic, des crescendo nerveux. Tout poème ici donc relève d'une sorte d'action poétique potentielle. Tout poème se réclame du grand guerrier Crazy Horse, de la Ghost Dance. Ça a quelque chose d'une poésie chamanique aussi. Un petit tour sur YouTube vous convaincra aisément de la folie militante de Serge P. Il y a ici une portée qui est à la fois intime et sociale, une écriture qui, dans ce cas-ci, appelle à une résurrection, mais c'est aussi une réinsurrection, avec un jeu de mots sur la parenthèse entre ré et surrection. Vous mettez IN et vous avez le mot valise typique de P. Et la chose qui m'a particulièrement frappé, c'est donc que dans ce recueil, P montre un individu contemporain qui s'avance dans un monde de signes dénaturés et qui est tellement dans un monde dénaturé que ces signes sont tellement dénaturés qu'ils sont incapables de permettre à quelqu'un de donner sens à son expérience des êtres et des choses. Et c'était marrant parce que je rassemblais les éléments nécessaires à cette courte présentation de la poésie de Serge P, et je tombais sur des faillites lexicales comme celle-ci. Monsieur Lisée a essuyé cette attaque comme tant d'autres. Et je m'étais longuement questionné sur cette phrase, Monsieur Lisée a essuyé cette attaque comme tant d'autres, jusqu'à comprendre enfin que celui qui parlait ne voulait dire en fait que Lisée avait déjà essuyé beaucoup d'attaques. Et donc il les avait essuyées. Mais entre essuyer des attaques et essuyer cette attaque comme tant d'autres, il y a un divorce de vocabulaire. Cette expression-là n'a pas de sens. Hein, vous essuyez des attaques, ça veut dire vous recevez des attaques. Vous ne les essuyez pas pour les effacer. C'est pas ça du tout. Vous les prenez dans la tête, quoi.
Donc il y a des choses comme ça. Ou bien le Parti québécois a baissé ses armures. C'est assez étonnant parce que c'est pas possible, c'est retrouvé tout nu, Parti québécois. Alors, donc, non, ça veut dire qu'il a baissé les armes. Et ça, ce n'est pas nulle part. C'est un ancien prétendant au poste du Premier ministre du Québec qui a écrit ça. C'est Mario Dumont dans le Journal de Montréal. Et donc, on a des choses comme ça, et je me disais qu'effectivement, il y a peut-être une dénaturation des signes dans un certain nombre de lieux où on ne les attendrait pas a priori. Toujours est-il donc que PMU a une réaction, je veux dire, un peu à l'ancienne, si on veut, ce qui ne la diminue pas d'ailleurs, dans sa façon de faire. Et donc, voilà la façon dont il écrit. Donc là, je lis l'extrait avec vous, c'est à la deuxième page du document, sur une colonne de droite. C'est un extrait de son appel aux poètes à occuper les cimetières. Parce que les mots ne veulent plus rien dire et vomissent leur maître. Si j'étais Serge Pey, je devrais faire quelque chose comme ça. Hein. Parce que ces verbes ont tué par des policiers de la poésie au service de l'oppression de la poésie, je devrais arriver à continuer à battre une espèce de rythme à côté qui arrive de tambour. Si j'essaye, comme vous voyez de voir, ça va être nul, donc je ne le ferai pas. Parce que nous voulons venger les mots, parce que la poésie est défigurée dans les écoles au nom de la gymnastique de rhétorique, parce que nous avons envie de vomir les lettres que les mots ne veulent plus, parce qu'on ne peut plus nous tuer puisque nous sommes déjà morts, allusion à la mort de la poésie, parce que nous revendiquons un seul héritage venu de l'avenir, parce que nous sommes les héritiers de ce qu'on peut hériter chez les notaires, parce que nous appelons à l'insurrection de la parole des morts, parce que nous demandons aux morts d'exister contre les mots qui sont morts, parce que nous avons posé un pistolet d'amour sur la tombe de Verlaine au cimetière des Batignolles, parce qu'à Charleville nous avons brûlé une rose au nom de Rimbaud, etc., etc. Résistance, occupation des cimetières, barricades de poèmes sur les tombeaux, émeutes jusqu'à l'heure finale, grève générale de la poésie contre la mort de la poésie. Alors, vous avez une esthétique ici qui renvoie très clairement à la poétique action, ou l'acte poétique, dit-on parfois, l'action poétique, peu importe. Ce que vous avez là, c'est un tract, en fait. C'est présenté comme un tract. Et donc, il y a une façon ici d'utiliser la langue qui est animée par une intention de vengeance, comme le titre du recueil le dit, et la figure même dominante de ce genre de performance chez Pey, c'est bien entendu l'anaphore, parce que, qui doit avoir un effet de litanie convaincante, jusqu'à parfois, disons, conduire à des espèces d'éclats de rire intérieur, comme aurait dit Hugo, c'est-à-dire une forme d'ironie qui est vraiment intime au locuteur et qui lui fait mal d'une certaine façon. C'est ce qui se passe quand on dit « parce que nous avons envie de vomir les lettres que les mots ne veulent plus ». C'est évident qu'un poète ne peut pas dire une chose pareille sans ressentir en lui, je crois, une forme d'amertume très, très forte. Il y a dans ce texte, outre cette dénonciation donc d'une perte de consistance des mots, la façon de montrer que ce qui arrive aux mots est désormais intériorisé dans le corps même du locuteur. D'où des mots qui sont là, que je viens de vous lire, des mots comme la voix triant, respirer, pardon, je vais me tromper de texte. D'où des mots comme vomir et des choses pareilles qui renvoient à un état particulier du corps où le poète ne parvient pas, somme toute, à vraiment à se venger, somme toute. Hein. C'est-à-dire que ce que je vois dans l'anaphore ici, c'est une sorte de bégaiement, de la même manière que Bakhtin voyait du bégaiement dans le bégaiement, une impossibilité à accoucher d'un monde. Celui qui bégaye pour Bakhtin est celui qui bute tout le temps sur le mot et qui n'arrive pas à accoucher du monde. La litanie des parce que ici ne peut que déboucher sur cette espèce de liste finale où on voit un recyclage de vieux mots d'ordre politique, résistance, barricade, émeute, l'heure finale, enfin, dans l'international, grève générale, on a les vieux symboles de la Révolution qui sont mis ici, mais à la suite d'un poème qui, je le répète, par sa litanie même, ne parvient pas, et par le corps qui est donc incapable de digérer ce qui se passe, ce poème indique lui-même qu'il est, disons, voué à l'échec. Alors, si je parle de Pey, je le mets donc comme ça dans c'est un texte pour moi symptomatique, nosographique d'une certaine façon,
il n'est pas, je veux dire, apte à vraiment parler du type de discours de manipulation que nous rencontrons aujourd'hui. Hein, je pense que Pell a une position qui est celle vraiment du militant de rue. Le lieu même de la poésie de Pell, d'ailleurs, c'est la place publique, c'est la rue. L'idée d'une dénaturation des mots, d'une désémantisation des mots, nous la connaissons en sociocritique grâce à notre lien à l'école de Francfort par la médiation de Pierre Zima. Je rappelle que la théorie du roman de Zima, qui est proposée en trois grands essais, prend appui sur la façon dont Adorno avait projeté la théorie de la valeur de Marx sur le langage. Et Adorno, vous voyez chez Marx donc, la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange, et proposait déjà de porter ça sur le langage. Disant donc finalement que dans un monde qui était dorénavant soumis au règne du capitalisme et du commerce hégémonique, il n'y avait plus de place pour des mots qui auraient eu une valeur d'usage, donc qui auraient eu un sens, je veux dire, particulièrement respectable et respecté, mais qu'il n'y avait plus que des signes qui étaient immédiatement soumis à l'échange, soumis au commerce, soumis à la tractation, à des choses semblables. Zima va reprendre cela et projeter ça sur l'histoire du roman au XXe siècle, en essayant de montrer que le roman prend acte, en fait, de ce passage de la commercialisation de la valeur des mots. Et il y a trois grandes étapes pour lui. Il y a un premier stade où le processus de désémantisation, car c'est ça qui a lieu, désémantisation à cause de la mise en commerce et du règne de l'économie. Le premier stade, c'est celui de l'ambivalence. Les signes, donc, dans certains romans, et le roman va être écrit pour ça, vont être ambivalents, vont avoir deux sens différents pour le personnage, pour le héros, par exemple, et ça peut mener à des catastrophes. Et là-dedans, dans ce groupe-là, Zima mettra Kafka, Musil et Proust. Deuxième stade, deuxième forme, le stade de l'indifférenciation, où là, les mots peuvent être utilisés sans qu'il n'y ait de différence marquante entre les deux. Les mots restent présents, les deux mots qui sont, disons, en tension restent présents, mais sont utilisés de façon indifférente, sans qu'il y ait vraiment de projection sémantique opérée par le héros ou par les personnages. Cette indifférenciation, elle se trouve pour Zima, et puis sa démonstration, je crois, est assez convaincante, dans des écritures comme celle de Sartre, de Moravia ou de Camus. Et enfin, dernier stade, qui serait le stade postmoderne, en quelque sorte, avec des écrivains comme Bernard Schwab, Christoph Ransmayr et Thomas Pynchon. Là, nous avons une interchangeabilité des signes, c'est-à-dire que les signes peuvent vraiment être remplacés l'un par l'autre, que ça modifie, ça aurait dû modifier le sens théoriquement, mais ça ne le modifie pas du tout. Il y a une interchangeabilité générale, comme s'il y avait donc un renoncement à tout récit d'émancipation possible. Or bon, c'est une théorie intéressante, une grande cohérence, je trouve. L'un des défauts qu'on peut lui reconnaître, c'est, disons, ce que fait Baudrillard quand il critique la théorie de la valeur de Marx. Il dit, bon, la distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange est, disons, un peu trop commode. En fait, pour Baudrillard, la valeur d'usage n'est jamais qu'un fantasme idéalisé de la valeur d'échange. Pour dire plus simplement, il n'y a jamais eu que de l'échange. Et donc, prétendre ou espérer, je ne sais pas, Adorno était du genre à imaginer quand même à un moment donné où dans l'histoire de la bourgeoisie allemande, il y avait eu une bourgeoisie formidable et éclairée qui faisait servir le langage au bien de tous, etc. etc. On peut voir l'histoire comme ça. On sait que ça a mal tourné, Adorno a bien payé pour le savoir. Mais donc il y a cette idée-là qu'il y aurait eu un moment comme ça, oratique, où là, il y aurait eu une valeur d'usage des mots avec tout le monde s'entendant pour respecter le sens d'un certain nombre de mots. Cette idée-là est peut-être un petit peu trop idéaliste. Mais de toute manière, je n'ai pas l'impression que ce qui se passe aujourd'hui corresponde exactement à ce que Zima lui-même entend quand il parle ou d'ambivalence ou d'indifférenciation
ou d'interchangeabilité. Là, je repassais maintenant dans l'imaginaire social contemporain. Je vous parlais donc de certains éléments qui viennent des discours sur le climat, pour commencer, d'où mon titre, un drôle de climat, et puis de ce que j'appelle la franche macronerie, c'est-à-dire un discours qui relève pour moi du populisme d'élite. Drôle de climat, voici ce que dit le rapport sur le changement climatique commandé par le Congrès américain à l'évolution climatique nationale, l'ENC. Donc le Congrès américain demande un rapport semblable tous les 4 ans. Et cette année, le groupe en question a décidé de publier immédiatement dans le New York Times de larges extraits du rapport. Un pré-rapport, si vous voulez, publié dans le New York Times, pour une bonne raison, c'est qu'ils craignent que, une fois passé à l'administration Bush, que l'administration Bush ne publie pas le rapport en question. Et donc, ils publient ça dans le New York Times, et c'est un rapport qui est écrit par des scientifiques, des universitaires, des employés des agences fédérales. Déjà autrefois, l'administration Bush avait tenté de suspendre ce groupe qui s'occupe de l'évaluation climatique nationale, donc son rejet n'est pas d'aujourd'hui. Avec Obama, ça avait été tout à fait bien, mais là, aujourd'hui, ils craignent donc d'être mis sous les témoins. Et donc, il publie ce rapport en partie dans le New York Times. Il y est dit carrément, des données concordantes démontrent que les activités humaines, surtout les émissions de gaz à effet de serre, sont la cause principale des changements climatiques récemment observés. Bon. Et là, quelle est la réaction à cela? Eh bien, ça, je l'ai trouvé dans The Guardian, qui, lui, a découvert des mails internes au service des conservations des ressources naturelles aux États-Unis. Et là, ce service est dirigé par une dame qui s'appelle Bianca Möbius-Klune, C-L-U-N-E, qui est directrice, elle, du service de la santé des sols. Et les mails qu'elle envoie à ses employés disent comment procéder pour arrêter le changement climatique. C'est très simple, il suffit de changer les mots. C'est juste une affaire de communication. Et donc, elle va envoyer des consignes qui fonctionnent sur le principe d'inversion bien connue. Hein. C'est un peu ne dites pas dites, ne dites pas disez, disez dites. Vous vous souvenez de ça. Mais dans ce cas-ci, c'est ne disez pas dites, disez, disez. Et donc, ne dites pas changement climatique, mais dites extrême météorologique. Il va de soi que si on utilise l'expression extrême météorologique, dans le mot extrême, là, suppose un pic d'exception. On ne peut pas être dans l'extrême tout le temps. Tout cela implique donc qu'il n'y a pas un changement climatique qui serait continu, qui serait durable, mais que les ouragans et les choses qui se passent, là, sont de simples épiphénomènes transitoires et éphémères. Dans la moyenne, donc, finalement, il n'y aurait pas vraiment de problème. C'est donc un mécanisme de substitution qui ne vise pas seulement l'euphémisation, qui ne vise pas non plus seulement la banalisation, mais qui vise à anéantir complètement la question. C'est là dont il est question dans ceci. Autre exemple, elle dit qu'il ne faut plus parler de réduire les gaz à effet de serre. Dans vos documents, dorénavant, il faut parler d'enrichir la matière organique du sol. Donc là, vous voyez, dans l'inversion entre réduire et enrichir, évidemment, on est dans un autre monde. Alors, si on sort du climat, je veux dire, si on part au climat social, alors là, j'ai fait un petit relevé à gauche et à droite dans la presse essentiellement française, on trouve des mécanismes assez semblables. Par exemple, il n'y a plus de classe populaire, mais il y a des couches populaires. C'est très différent. Hein. Puis les couches, ça se change en plus. Donc, les pauvres et les misérables ne s'appellent plus pauvres et misérables, ils s'appellent les défavorisés. On ne parle plus du mot authentique, n'a pratiquement plus cours. On dit maintenant fait maison. Liberté a été changée par libre-échange. Concurrence par compétitivité. Acquis sociaux se dit dorénavant recette d'un autre temps. Contradiction se dit manque de cohérence. Cotisation sociale se dit charge sociale. Coût médiatique se dit buzz. Coupe de subvention se dit rectification budgétaire. Affamer une population se dit sanction économique.
Bon, le dernier, je l'ai un peu chargé, mais le reste, disons, fonctionne, vous voyez, de façon à annuler la question. Ce n'est plus simplement un euphémisme, c'est carrément une impossibilité d'entrer dans un débat. J'en viens à ce populisme d'élite, donc à cette autre façon qui me paraît informer, disons, à la fois les récits, les images, les chants, les savoirs que nous avons devant nous aujourd'hui, autrement dit l'imaginaire social actuel. Alors, accéder au sommet de la République française dans la Ve République, depuis les renforcements exorbitants du pouvoir du président obtenus par la Constitution de 1958, que voulait De Gaulle, au départ, cette accession exigeait de vous deux choses. La première, il vous fallait faire valoir que vous étiez particulièrement désigné par un récit de vie ou de carrière qui attestait chez vous une stature, une culture, une personnalité, une capacité à prendre des décisions et, comme on dit surtout, des responsabilités. Eh bien, il fallait vous montrer tout cela afin que vous paraissiez particulièrement désigné, ce qui se dit en langage actuel, il fallait que vous ayez un destin. Avoir un destin, c'est la chose la plus importante. Mitterrand déjà disait au sujet de DSK, cet homme est trop jouisseur, il ne peut avoir un destin. Et avoir un destin, c'est une expression que Emmanuel Macron emploie très très souvent en parlant de lui. Ce destin donc vous insère dans le grand récit de l'histoire de la France éternelle, laquelle avance toujours vers la splendeur, envers et contre tout. Et de cette histoire de la France éternelle, vous êtes à la fois, vous devez paraître à la fois la bouture et la racine, l'héritier prévu et le héros inattendu. Vous êtes donc en tant que destin le phare du naïos, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire la lumière du peuple idéal. Deuxième exigence, il vous faut posséder un rapport, entendez-moi, il faut que vous parveniez à imposer le fantasme que vous avez un rapport osmotique, fusionnel, intime, mieux encore, organique avec la nation. Avec la nation, c'est-à-dire avec deux autres formes du peuple, ce qu'ont les Grecs, à savoir l'ethnos, ceux qui sont nés, et avec le démos, c'est-à-dire le peuple politique. Tout cela compte tenu que dans l'État-nation à la française, les deux, à savoir ceux qui sont nés et le peuple politique, idéalement doivent se fondre l'un dans l'autre. C'est ce que dit Macron quand il dit « La République nous a fait enfants de l'État, non pas du droit ». Et donc, il faut avoir là manifesté, établir qu'il y a un rapport à la fois charnel et spirituel entre l'individu qui postule à la présidence et la nation-État, et cela non pas avec la population, car dans la population peuvent entrer toutes sortes de choses, et non pas, donc là c'est le plétos, la population, c'est la quatrième forme de peuple chez les Grecs, et non plus, non pas avec la population, car tous ces membres ne participent pas au démos, loin de là. Par rapport au peuple des nés et au peuple politique, vous, président, vous devez assurer une sorte d'homogénéité native et citoyenne, dans le même temps, je suis vraiment dans la logique de Macron, dans le même temps que eux vont vous élire comme leur parangon et vous donner droit et conscience de votre fonction. Droit de fonction et conscience de votre fonction. Vous êtes donc à la fois leur intelligence collective, leur nature prolongée et leur légitimité essentielle. Ces deux choses, donc, avoir d'une part un destin et d'autre part avoir un rapport organique, intime, fusionnel avec la nation, se sont augmentées dernièrement d'une troisième nécessité, une troisième chose absolument nécessaire. Il vous faut en effet montrer que vous détenez le monopole de l'avenir, d'une façon qui fait qu'il ne sert à rien de muter ou de faire autre chose, car l'avenir, c'est bien ça, et on y va. Le candidat présidentiel doit en effet ainsi incarner la nouveauté. Même s'il avait été chiracien puis baladurien durant de nombreuses années, Sarkozy était parvenu à se présenter en 2007 comme neuf. Ce qui avait épaté d'ailleurs les Américains. Le New York Times avait fait un petit article disant « C'est incroyable, il a été au pouvoir pendant autant de temps et il a réussi à se faire passer pour nouveau ». Même si Macron, lui, est dans le marigot des super nantis, il a été ministre de l'économie, il a joué lui aussi la carte de la rupture et de la nouveauté, et ça a marché. Acquérir cette image du neuf est peut-être plus facile, disons, aujourd'hui, dans un monde dont les capacités mémorielles, disons, ne sont pas nécessairement les plus valorisées. On voit des choses, là, pour prouver ça, c'est marrant, mais il suffit d'aller dans des publicités anciennes.
J'ai fait ça récemment, j'allais dans des publicités pour mes voitures Renault, Citroën, des choses pareilles. Et je suis tombé sur des publicités d'un autre âge où on vous présentait la 2 chevaux Citroën comme indestructible. Et donc la publicité était voilà, une voiture que vous allez garder longtemps. C'est inimaginable aujourd'hui qu'on puisse vous vendre une voiture en disant vous allez la garder longtemps. C'est pas du tout ça que vise le commerce. Donc la voiture, on va vous la présenter comme étant au contraire dans une nouveauté présente, formidable. Il n'y a rien de plus performant, de plus confortable, les derniers gadgets y sont, donc c'est ça qu'il vous faut. On ne vous dira pas la voiture a été programmée pour durer 6 ans. On ne peut pas vous dire ça quand même. Alors, pour parvenir à réaliser tout ça, ces trois choses, donc dorénavant, à la fois donc, le rapport osmotique avec la nation, le fait d'avoir un destin et cette nécessité de posséder l'avenir et d'en être l'incarnation préfiguratrice, tout cela va s'appuyer sur un récit qui est un récit historique qui va recycler un certain nombre de termes anciens. Et ma foi, c'est assez étonnant car on retrouve là des rapports entre Marine Le Pen, disons le pénisme et le macronisme, au moins sur les bases de départ. Par exemple, tous deux, aussi bien le macronisme que le pénisme, recyclent le motif pathétique de la trahison des élites. Ça m'a un peu étonné, mais c'est comme ça. Tous deux l'inscrivent d'ailleurs dans le grand récit de la France éternelle qui est bafoué, qui est trahi par cette trahison des élites. Chez les deux, Macron comme Le Pen, cela correspond à la même période de temps, les 30 dernières années. Un peu, soit à peu près depuis Mitterrand. La trahison a les mêmes bases. Ces élites n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et elles ont mis la France dans l'état lamentable où elle se trouve aujourd'hui. Chez Le Pen, les élites ont trahi les vrais Français en abandonnant le pays aux puissances étrangères, en se prosternant devant l'Europe, en laissant entrer les immigrants dans le pays et en sacrifiant les valeurs identitaires françaises sur l'autel d'un multiculturalisme qui ne peut que virer au communautarisme. Dans les termes mêmes du sociolète lepéniste, les élites corrompues ont été aveugles devant ce que les lepénistes appellent la grande transformation en cours, qui est la version lénifiante d'une autre expression qui est la théorie du grand remplacement qui a été fondée par Renaud Camus et qui est donc l'idée que les Français véritables vont inévitablement être remplacés par les musulmans, par les étrangers, et puis que donc le grand remplacement, c'est un truc qui est relayé par les intellectuels néo-réactionnaires, Soral, Zemmour et tout cela. Pour le macronisme, c'est la même base, mais avec un autre sens. Les élites ont trahi pour 2 raisons. Premièrement, par lâcheté. Elles n'ont pas fait ce qu'il fallait devant, et on retrouve le même terme, la grande transformation du monde en cours. Mais ce n'est pas la même transformation, celle-ci a pour nom la mondialisation, le numérique, le libre-échange, etc. Les élites ici n'ont pas fait les réformes qui s'imposaient, et par là, elles ont raté le train de l'avenir. Et elles ont abandonné la véritable essence de la France éternelle, qui n'est nulle autre, à notre grande surprise, à ma grande surprise en tout cas, que l'esprit de conquête. C'est là le coup de force du macronisme, c'est qu'au lieu de faire comme Le Pen, de dire, voilà, pour remédier à la faillite des élites des 30 dernières années, il faut repartir vers les valeurs identitaires anciennes, Macron va lui reprendre l'histoire de la France éternelle et dire qu'est-ce qui fait notre éternité? C'est l'esprit de conquête. Ça m'a surpris, je dois dire. Bon, mais c'est comme ça. Donc vous avez là un diagnostic et une diégèse du récit historique qui, chez Le Pen comme chez Macron, sont les mêmes, mais avec d'autres utilisations quand on passe au plan de l'histoire et de l'intrigue. Sur ce point donc, de l'exaltation des véritables valeurs de la France éternelle, c'est là donc que l'extrême droite et que l'extrême centre, comme on dit maintenant, se séparent, mais d'une façon qui relève du langage démonique pour les francs-Macron. Celui-ci, en effet, ceux-ci disent qu'ils vont faire une révolution. Bon, là aussi, c'est étonnant parce qu'ils ne font pas de révolution, ils proposent des réformes. C'est là, vous voyez comment les signes sont en train, peu à peu, de glisser, et puis ils vont faire une révolution démocratique. Et c'est comme ça que s'intitule le livre de Macron. Je
peux faire passer peut-être si vous voulez. Vous voyez, vous avez la photo derrière, c'est un bijou à étudier. Donc la révolution démocratique, selon lui, consiste dans le rétablissement de la grande histoire de la France éternelle, habitée par une essence bien connue que je croyais ne jamais revoir depuis que je ne lis plus la gare des Michards, à savoir, je cite, le génie français. Vous croyez être débarrassé de ça, mais non, je lis page 9, il est écrit « Rien ne dit mieux tout le génie français que notre esprit de conquête ». C'est quand même fort. Donc, voilà, le gros sabot, disons, de la République en marche, l'essence de la France éternelle, c'est son esprit de conquête. Il y a même une liste, à un moment donné, qui est donnée par 113-174. Voici mes héros de l'esprit de conquête. Clovis, Henri IV, Napoléon, Danton, Gambetta, De Gaulle, Jeanne d'Arc, les soldats l'an II, les tirailleurs sénégalais, ça c'est neuf, et les résistants. Donc voilà, on voit des choses étonnantes. C'est un esprit de conquête qui a gagné tout, pas seulement les armées, mais aussi la philosophie. Esprit de conquête qui est immarcessible, impérissable, imputrescible, merveilleux, perpétuel. Il a d'ailleurs illuminé le monde. Alors pour les 18e ici, j'ai une bonne nouvelle, c'est les Français qui ont inventé les Lumières. Pour les voyageurs aussi, c'est eux qui ont découvert les continents. C'est des expressions qui sont dans le texte. Ils ont vraiment marqué l'esprit, et l'esprit de conquête, à mon avis, ne le dit pas par pudeur, bien que souvent, bien que l'expression « il faut avoir le courage de le dire » est récurrente. Il faudrait peut-être avoir le courage de dire aussi que l'esprit de conquête a mené à Anésia, 52 avant Jésus-Christ, Roncevaux, 15 août 778, le siège de Damas, deuxième croisade, une boucherie écœurante, en 1148, la bataille navale de Décluse, que je vous recommande, le 24 juin 1340, la bataille de Crécy, en 1340 aussi, un peu après, 2 jours après, la bataille d'Aboukir en 1798, Azincourt en 1415, le siège de Paris en 1429, les plaines d'Abraham en 1759, les 2 sièges de Pondichéry en carnage, double, 1760-1778, Trafalgar, c'était une catastrophe, elle est passée dans la langue, elle va subir un coup de Trafalgar, Leipzig en 1813, quand même 30 000 Français sont morts sur le terrain, Paris en 1814, la bataille de Paris, Waterloo en 1815, l'expédition du Mexique, entre 1867, il y a 27 batailles menées par l'armée française, elle en perd 20. Le désastre de Sedan en 1870, le chemin des dames en 1917, la bataille de France en juin 1940, Dien Ben Phu en 53-54, je m'arrête là, puisque le carnage était... Donc l'esprit de conquête, c'est bien, en plus il est habité par une volonté, mot également important, car vouloir c'est conquérir. Bon, comment est-ce que ce discours-là parvient quand même à marcher? C'est un peu ça l'affaire. Mais justement, il y a 2 procédures démoniques, et c'est là que ça devient plus intéressant à mon avis. Le premier moyen, c'est ce que j'appelle un rissole mexicain. Le rissole, c'est ce filet à petite maille dont usent les pêcheurs d'anchois pour ne pas rater les petits poissons. Là, le rissole lexical, c'est un filet du même type et qui est destiné à capter les signifiants. La force, en effet, des discours de Macron, c'est d'aller chercher tous les signes positifs qui sont dans toutes les formations politiques autour. Et donc, vous allez avoir la France éternelle, elle est là, dans ces discours. Mais c'est, disons, ça, c'est un mot qui pourrait être pris par les gaullistes, qui pourrait être pris par Le Pen. Oui, il le prend, il donne un autre sens, et il va l'utiliser. Il va utiliser des choses qui viennent de la bande d'Aubry, le Caire par exemple. Martine Aubry a demandé à parler de ça. Macron va parler de protéger. L'État est là pour protéger, puis on va voir le mot prendre soin également par la suite. On va voir toute une série comme ça de mots qui sont captés à gauche, à droite, ni gauche ni droite, et gauche et droite, comme il dit parfois, et qui sont rapaillés dans le même texte, avec des déviations de sens parfois, et avec un autre mécanisme que là j'ai pu identifier grâce à une philosophe, c'est elle qui a attiré mon attention là-dessus. Donc la première chose, c'est cet effet de filet, de prise, de captation de signes et de signifiants qui viennent de tous les discours possibles qui environnent et qu'il est capable de refédérer et de mettre à sa main finalement et de
d'utiliser pour sa propre politique. Alors, douceur et perversion, c'est le titre suivant de ce que je voulais vous montrer. Donc là, je passe par la lecture d'un essai d'une philosophe psychanalyste qui j'ai découvert au printemps dernier. J'ai déjà dit à pas mal de personnes ici autour de cette table que sa mort m'avait bouleversé, car je venais de découvrir quelqu'un dont j'aurais peut-être pu un jour faire ma psychanalyste, pour le cas où j'aurais voulu faire une cure un jour. Donc, Anne Dufourmentel a écrit notamment Puissance de la douceur, qui est un très bel essai, où elle essaye de montrer qu'il existe ce qu'elle appelle une pulsion de douceur, qui peut être très forte. Elle va rechercher ça chez une série de philosophes, dans des grands personnages de l'histoire, Gandhi, Jésus de Nazareth, qui effectivement, rappelez-vous, dans les évangiles, que ça en parlait tantôt, est quelqu'un qui va dire des choses énormes, hein, du genre, si quelqu'un vous met une gifle sur une joue, tendez la deuxième joue. Il dit ça avec un calme étonnant. À Ponce Pilate qui lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Il devrait dire non pour sauver sa peau. Il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Bon. Et donc là, il y a une sorte de douceur de la réplique qui est affolante, d'une certaine façon, mais qui fait aussi que les personnages comme Gandhi, Jésus et bien d'autres paraissent, particulièrement dérangeants, quoi. Il est plus normal qu'un type qu'on a arrêté parce qu'il se prétendait, soi-disant, le roi des Juifs, répondre « Oui, c'est moi le roi des Juifs, et puis… » que de dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Donc il y a là, dans la douceur, une forme d'irrécupération, dit-elle. Et puis elle oppose à cela un discours contemporain où elle dit « Bon voilà, la douceur peut être une réponse à une manipulation du langage actuel qui est, à ses yeux, étonnante ». Elle développe ça une première fois dans Puissance de la douceur, qui est un texte de 2013, et donc elle me voit venir assez tôt, en disant ceci: ce que notre société destine aux êtres humains qu'elle broie en douceur, et pour elle, dans cette ironie, je veux dire de façon doucereuse, elle oppose la douceur philosophique qu'elle réclame à une société qui marche à la doucerosité, à une espèce de mièvrerie générale. Ce que notre société destine aux êtres humains qu'elle broie en douceur, elle le fera au nom des valeurs les plus élevées: bonheur, vérité, sécurité. Et plus loin, on va parler d'un monde néolibéral qui masque, je cite à nouveau, son manque absolu de considération pour les êtres, en vendant du doucereux à la bouche sur le grand marché du mieux-être. Et puis, dans une récente entrevue au quotidien Libération, un mois et demi avant sa mort, je crois, elle actualise ce qu'elle appelle cette perversion du langage, en donnant quelques exemples tirés justement des présidentielles en cours. Et donc, elle montre là qu'il y a, sur le plan même des mots et des signes, des choses étonnantes qui se passent. Par exemple, est considéré comme pragmatique celui qui souscrit à la voix dominante, ou à la doxa dominante. Contraindre les gens, ça peine les protéger. Les entreprises ne licencient pas, mais se restructurent. On appelle réforme des dérégulations et révolution l'actualisation de l'hégémonie économique de la planète. Et donc, ce que Dufourmentel voyait là, c'est le fait qu'il y a une manipulation des mots qui fait de chacun d'eux l'équivalent de son contraire. J'ai fini par traduire ça en termes rabelaisiens, me souvenant du chapitre 13 du Gargantua, qui est celui où Gargantua invente un torche-cul au grand plaisir de son père. Et il y a à un moment donné, dans ce chapitre, qui est un chapitre qui, sous le couvert de la scatologie, est en train de célébrer l'humanisme et de l'opposer au discours pédagogique sclérosé de la scolastique, il y a un moment donné où Gargantua mime un syllogisme qui est l'arme d'instruction préférée, disons, de la scolastique. Et bien, si vous le pastichez à la manière du langage contemporain, voici un exemple que j'ai pu faire, et je peux vous faire avec à peu près n'importe quelle valeur défendue dans le texte que vous avez qui circule. Il n'est besoin d'engager, sinon qu'il y ait grand profit. Or, grand profit ne peut être que si on a bien licencié. Bien licencié, donc, nous faut d'avant que d'engager. Vous avez là la version, disons, de la justification des licenciements dans le discours d'Emmanuel Macron. Donc c'est là-dedans qu'on est. Un autre exemple, c'est être souverain, c'est être européen.
ça peut se défendre, hein, tout peut se défendre. Donc être souverain, c'est être européen. Et là, vous voyez, il prend aussi les deux signes, européen et souverain. Souverain, c'est un certain nombre de gens en politique. Il ne va pas dire souverain, c'est nul. Il va dire souverain, c'est être européen. Bien ici au Québec, imaginez quelqu'un qui dirait souverain, c'est être fédéraliste. C'est tough. Alors ça veut dire ceci, c'est que dans le monde tel qu'il va, vu que les choses sont toutes mêlées les unes aux autres, la seule façon de garder un peu de souveraineté, ou bien de la souveraineté, dans son argument-là, c'est, disons, de participer aux discussions qui ont lieu et qui englobent le tout. C'est là qu'on peut se défendre un peu. Si on reste en dehors, on est foutu. C'est ça l'argument. Mais bon. J'en viens maintenant à la poésie. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou pas? Oui. 10 minutes? Non. Alors, les poètes, justement, disent aujourd'hui qu'il y a bien un problème dans les mots. Alors, je l'ai bien dit au départ, je n'ai pas encore fait l'analyse qu'il faudrait de cet usage du langage, qui n'est pas que chez Macron, chez Trump, et ça se trouve ailleurs, dans la publicité, dans les documents que nous recevons, nous, professeurs d'université, ou par exemple, mon recteur m'envoie un message pour me dire qu'il dialogue avec les professeurs, ce qui signifie qu'il a pris une décision unilatérale qui ne concernait que lui, et qui a nommé quelqu'un au mépris des votes des professeurs, mais ça, bon, c'est comme ça qu'il me dialogue, il m'a envoyé un message, donc c'est un dialogué. Donc, vous voyez, il y a toute une série de choses comme ça qu'il faudrait parvenir à mettre ensemble, et puis à essayer d'analyser pour voir vraiment comment ça se joue, quoi. Comment il fait que, je ne sais pas, qu'on ne sorte pas sur la place publique en disant il y a un problème de langage, on va rectifier ça. Codebert a publié récemment ce beau recueil, Il y a des choses que non. Le texte de Baird commence par un souvenir de sa grand-mère. Sa grand-mère a fait de la résistance. À un moment donné, Codebert demande à sa grand-mère comment as-tu fait pour oser faire de la résistance. Et sa grand-mère lui répond dans la vie, tu ne sauras pas toujours à quoi il faut dire oui. Mais ce qui importe vraiment, c'est que tu saches à quoi il faut dire non. Et donc, pour ma grand-mère, le saut de la résistance était basé sur un refus, sur une négation, un non. Et nous avons ça aujourd'hui chez elle, avec le passage, par exemple, que je vous ai repris là. On va me prendre, donc c'est la colonne de gauche, deuxième page, à côté de Serge P, à latitude 40, 42, 51, là, vous voyez. Donc le deuxième paragraphe, somme toute. Il y a deux fois, au-dessus il y a latitude 48, 51, puis à un moment donné il y a latitude. Ça ne va pas, toi latitude 40, 42, 51, nord, longitude 74, 00, 21, ouest. Store baissé, tamisant le jour, et les voix triant précautionneusement leurs syllabes dans la langue prudente des cessez-le-feu, des accords et des traités. Et allusion ici au moment de la guerre d'Algérie. Un trépant de mots fonctionnaires et diplomates fouille la squelettique langue communicante des puissants, son fumier, qu'on s'accoutume à respirer comme le tas près de la soude. Et tu souris aux éminents clients de ta langue de négociants langagiers, écoutant patiemment minauder l'insignifiance, pontifier l'insignifiance, mâchant les mots pour assouplir leur trick, comme Cro-Magnon le chanvre ou les peaux de bête entre ses chicots. Je ne sais pas si je comprends, mais il me reste quelque chose qui n'a que peu à faire avec la compréhension et d'une nature plus irréductible, une sorte de non définitif, très vieux, très lointain. Non à toutes les formes d'asservissement, c'est non. De tous les côtés à la fois et en même temps, non. De n'importe quel côté, non. Là et là encore, là, non. La domination, non. L'humiliation, non. La misère, non. Les femmes lapidées, non. La mondialisation marchande, non. Les nationalismes, non. Les fanatismes religieux, non. Les utopies meurtrières, non. Les réels politiques, non. Je ne sais dire que non, sans arrêt non, avec si peu de oui à glisser dans l'interstice. Finalement, c'est non jusque dans la langue. Le poème contre le dogme. L'insurrection dans la langue contre la soumission de la parole, mais ce n'est qu'une figure, je le sais aussi. Donc là, vous avez cette négativité fortement appuyée, fortement aussi exposée, mais il faut bien voir aussi ici la présence du corps, pas comme chez P, pardi. Chez P, c'est un corps qui n'arrive pas
à transformer le monde. Ici, c'est un corps qui est agressé. Agressé avec des mots comme qui renvoient à la respiration, avec cette image très forte du trépan de mots fonctionnaires. Le trépan, c'est donc l'instrument qui sert à trépaner, hein, c'est le machin, c'est qui fore des trous dans le crâne, quoi. Le mot squelettique, l'idée de mâcher les mots, le mot trick, le mot chicot. Tout cela donc est particulièrement montre particulièrement combien, disons, la langue qui est ici désignée comme étant prudente, squelettique, langue de négociant, combien la langue ici, de la langue générale, je dirais ça comme ça, est insérée dans la matière charnelle même, jusqu'à, disons, étouffer pratiquement de l'intérieur le sujet. Mais elle ne se laisse pas faire, elle dit non. On regardera ensuite l'extrait d'Antoine Mouton, qui est un poète que je viens de découvrir, qui est tout à fait remarquable. Ça s'appelle Chômage monstre, c'est aux éditions de la Contralée. Et là, je veux dire ce qu'il y a d'impressionnant, vous allez voir comment ça marche. C'est une poésie qui essaye d'étudier dans la conscience même du sujet qui la formule et dans sa pensée comment le discours ambiant interdit finalement toute sortie, interdit toute dialectique, tout débat, toute discussion. Et donc il y a une fermeture sur soi au point où finalement, et c'est une des grandes forces de ce texte, ça s'appelle Chômage monstre, la dernière partie c'est Chômeur monstre, c'est-à-dire qu'il décide que puisque c'est comme ça, la seule chose à faire c'est de faire du chômeur qu'il est un monstre. Et donc un monstre qui est habité par deux voix. La voix qui est authentique, si je puis dire, celle qu'il voudrait, la sienne, et la voix qui vient du dehors et qui l'occupe et qui l'oblige à parler dans des termes qui le révulsent. Donc dans le premier paragraphe, on a « Personne ne dit ce que je veux entendre, personne n'entend ce que je dis, personne n'entend ce que j'entends. Ce que je dis toujours échoue, on me dit ça m'entre par une oreille, ça me sort par l'autre. Mais j'ai l'impression que ce que je dis ne sort même pas, reste coincé. Et avant même d'entrer où que ce soit se trouve rejeté d'emblée recraché, réduit à néant ou gravio sur ma chaussée, déchaussé gencive à vif à force de prononcer. Prononce-toi, m'a-t-on dit, sans y penser. Alors, on a un tournis, hein, quand on lit ça, si vous prenez le temps de... Moi, je viens de vous lire en plus assez rapidement et fatigué déjà par à peu près 50 minutes de parole. Mais si vous l'analysez vraiment de près, vous allez voir qu'il y a des enchaînements qui sont très précis d'un mot à l'autre, qui permettent de passer d'une expression à l'autre. Il y a une logique, mais c'est une logique destructive, qui ne mène pas vraiment à... Hein, c'est prononce-toi, m'a-t-on dit, sans y penser. À la fin, c'est quelque chose de fort. Donc, il y a cet effet de tournis qui est une façon de diagnostiquer les discours contemporains, ou la façon d'utiliser le langage aujourd'hui. On va voir un peu plus bas dans le paragraphe qui commence par « Si l'immeuble était inoccupé ». Et là, c'est une façon aussi de dire qu'il y a un certain nombre de langages comme ça qui ne sont pas donc répertoriés. Si l'immeuble est inoccupé, c'est sans recenser le langage des propriétaires, le langage des fantômes, et ceux qui se sont pendus dans leur chambre, et ceux qui ne sont jamais revenus de la cave, et ceux qui squattent, ceux qui n'allument pas le radiateur pour qu'on ne leur coupe pas l'électricité, ceux qui ne l'allument pas parce qu'on leur a déjà coupé, le langage des rentiers qui coupe la parole, le langage des squatteurs qui coupe l'électricité, le langage des actionnaires et celui des inactifs, et celui des inactionnaires, ça te dit, non pas trop, ça te dit quelque chose, le langage de la dette et celui de la peur, balance qui fait le poids, qui est de taille, qui connaît l'argument sans entrer dans les détails. La fin en forme de question est sidérante, et l'entièreté donc des langages qui ne seraient pas recensés s'aborit finalement dans deux langages fondateurs dominants qui sont le langage de la dette et le langage de la peur. Ce sont les deux qui sont déterminants dans la bataille. Le petit paragraphe qui suit, je ne peux pas vous le dire vraiment, hein, quelqu'un a bien articulé sa pensée mais pas sa parole, c'est un bouquin dingue, ça faisait d'une part, vous essayez de lire vous-même la chose, c'est impossible. Donc là, ça bute sur, disons, une sortie du langage, tellement ça ne va pas.
Et puis, je voudrais terminer pour Mouton. Je vais terminer avec Mouton. Hein. Je ne dirai pas jusqu'à René Sommeck. Je suis persuadé que Bernabé fera un jour un exposé ici sur la poésie de Sommeck, donc il vous en parlera de lui. Disons, Sommeck, c'est une façon plus légère de jouer avec les situations, mais c'est une façon aussi très critique d'identifier donc, ce qui se passe avec les mots. Alors, dernier extrait que je commente très brièvement, de Mouton, c'est au-dessus à droite, dans la colonne de droite. Et là, cependant, il y a une erreur de manipulation de ma part. C'est le dernier paragraphe là, vient au-dessus. Donc il faut commencer par « quelqu'un pense quelque chose ». Vous voyez? Quelqu'un pense quelque chose qu'il voudrait dire, mais les mots ne lui viennent pas. Les mots sont déjà occupés par les pensées des autres. Les mots sont très occupés en ce moment. Ils n'ont pourtant rien d'autre à faire que se laisser employer par là, se faire embaucher par ici, posturer par cette bouche-là, chercher les débouchés, mettre les bouchées doubles pour être mieux prononcés, se prononcer sur leur propre sens, s'affirmer, s'intégrer à la langue sans s'alanguir, se faire une place dans le langage et surtout ne pas vieillir, se fatiguer sans montrer qu'ils le sont, toujours regarder vers l'avenir, usés mais jamais désuets. Les mots sont très occupés. Il n'y a pas de temps pour de nouvelles pensées. On ne peut pas accueillir toute la pensée du monde. Vous voyez comment ça marche ici? C'est le discours économique qui est projeté à l'intérieur même de l'énonciation du sujet. Hein, les mots n'ont pas de débouché. Bien, ils sont là pour se laisser employer par là, se faire embaucher par ici. Et puis après, par exemple, quand il dit on ne peut pas accueillir toute la pensée du monde, c'est de l'ironie froide, hein, et même de l'ironie désespérée, parce que c'est la phrase de Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc la misère est remplacée ici par la pensée. C'est la pensée contre le sens, on cherche à conserver le sens des mots, on les voudrait étanches et bien gardés, car des pensées nouvelles pourraient s'y introduire. Dès qu'un homme important prend la parole, on entend des chiens qui aboient. Autrement dit, l'homme important, c'est la caravane qui passe, pendant que les chiens aboient. Donc voilà, tout ça est un peu déprimant, mais les poètes sont là comme étant, disons, des lanceurs d'alerte, comme on dit aussi aujourd'hui. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il y a effectivement un usage général du langage qui est problématique, en tout cas du côté des pouvoirs qui nous gouvernent, et que la poésie nous le dit très fort, et je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour aggraver ça.